L'information continue sur Radio J avec des invités tout au long de cette édition spéciale. Et notre invité à présent, toujours en direct ce matin et en studio, on l'en remercie, Benjamin Lucas, coordinateur du mouvement Génération.S, conseiller régional d'Île des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. Alors vous aviez appelé vendredi à voter très clairement pour Emmanuel Macron afin d'éviter, je vous cite, cette funeste perspective d'effondrement de la démocratie et d'anéantissement de la République. On imagine que vous êtes soulagé ce matin. Soulagé, effaré par le score de l'extrême droite. Jamais il n'y a eu autant d'électeurs qui ont mis un bulletin de vote au nom de Le Pen ou de l'extrême droite dans les urnes. C'est aussi un des bilans des 5 dernières années, des 20 dernières années à vrai dire. Donc soulagé, mais effaré et très inquiet aujourd'hui pour l'avenir, parce qu'on voit bien aussi qu'on est dans un régime à bout de souffle qui n'est plus en capacité de répondre aux aspirations populaires. Emmanuel Macron est malgré tout le président le moins bien élu de la Ve République, à la fois... Sauf Pompidou. Non mais oui, bien sûr. Bon, hormis ce cas exceptionnel, vous en conviendrez. À la fois par le score par rapport au nombre d'électeurs inscrits, et puis aussi par le contexte de cette non-campagne, de cette non-élection et de cet entre-deux tours qui en réalité était un référendum pour ou contre l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce score très important de Marine Le Pen une raison d'être un peu moins inquiet? C'est qu'une bonne partie de ce score, ce n'est pas une adhésion idéologique aux thèses d'extrême droite, mais l'expression d'une colère sociale qu'on a vu passer par le vote Mélenchon, en partie aussi au premier tour, passer évidemment par l'abstention, et là se saisir du bulletin Le Pen pour dire la colère d'abord. Oui, et c'est là où Emmanuel Macron porte un échec terrible. Il avait été élu en 2017 pour être un rempart à l'extrême droite, et on nous promettait, je crois que c'était monsieur Castaner, que l'extrême droite disparaîtrait en 5 ans. Elle n'a jamais été aussi forte, et donc il faudra bien répondre à ses colères, à ses angoisses. On peut pas en reprendre pour un quinquennat de brutalité sociale et d'injustice. C'est aussi, cette colère sociale, parce que la gauche, qui aurait dû en être le canal et proposer des solutions, n'a pas été au rendez-vous. Oui, nous avons échoué pendant 5 ans nationalement à construire l'unité, qui parfois d'ailleurs se faisait bien localement. Il faut maintenant, si un chemin existe, le trouver très rapidement et offrir une perspective unitaire aux élections législatives pour tenter de l'emporter, et puis pour les 5 ans qui viennent, reconstruire une gauche écologiste capable d'incarner une alternative heureuse à Emmanuel Macron, à la droite et à l'extrême droite évidemment. Alors justement, hier soir on assistait à une soirée électorale très étrange qui était en fait la soirée de lancement des élections législatives. On sait que depuis quelques jours les négociations en coulisses ont avancé entre Jean-Luc Mélenchon, entre les écologistes, entre les communistes. Est-ce que vous pouvez nous faire le point ce matin? Où en est-on, et y aura-t-il union, alliance populaire, quelle qu'elle soit? Écoutez, nous avançons, moi je le souhaite, je redis ce matin à votre micro, et je vous remercie pour votre invitation, qu'il faut tous les chemins que nous pouvons trouver pour construire le rassemblement, qui nous permettent d'offrir aux électrices et aux électeurs de l'espoir et la possibilité d'une alternance dès le mois de juin à Emmanuel Macron, il faudra les saisir. Il faut pour cela que nous soyons toutes et tous responsables ce matin et dans les heures qui viennent. On a entendu Sandrine Rousseau qui dit qu'il faudra un accord de coalition, il faudra être capable de pouvoir s'entendre sur un programme de gouvernement. Le Parti socialiste reste le plus réticent, d'autant plus que les conditions imposées par Jean-Luc Mélenchon sont drastiques le concernant. Est-ce que vous pensez quand même qu'un accord peut être trouvé alors qu'il y a des divergences très importantes, notamment sur le nucléaire par exemple? Je crois qu'il y a des divergences évidemment, mais que l'essentiel doit pouvoir nous rassembler au regard de ce qu'est l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. On est dans un moment où on l'a vu, tout pouvait vaciller dans cette élection présidentielle et la démocratie a failli s'effondrer si Marine Le Pen l'avait emporté. Donc il faut quand même qu'on soit raisonnable, qu'on trouve les chemins qui nous permettent de nous rassembler, que ceux qui sont en situation de rassembler, qui ont la légitimité et la responsabilité pour le faire. Moi je suis démocrate, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a cette responsabilité, c'est l'Union populaire qui l'a, se garde de toute tentation hégémonique. Je crois qu'il y a des gestes, des signaux qui sont envoyés, qui sont positif. Il faut que ça vienne de toutes parts. Et évidemment, bien sûr, on ne résoudra pas en quelques heures des divergences, mais c'est pour ça qu'il faut garder de la pluralité dans la gauche et dans les écologistes. Moi, je ne souhaite pas me fondre aujourd'hui dans la France insoumise. Je souhaite que nous construisions effectivement une coalition pluraliste, évidemment autour de ceux qui en ont la responsabilité par les urnes, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, mais dans le respect de la diversité de chacune et chacun. Qu'est-ce qui est le plus délicat pour vous? Qu'est-ce qui bloque le plus dans le programme de la France insoumise? C'est la partie institutionnelle, la 6ème République, c'est la partie sociale, avec des exigences pour le SMIC qui apparaissent déraisonnables à beaucoup, c'est le rapport à la laïcité? Ah non, la 6ème République, elle est indispensable aujourd'hui. On le voit avec les résultats du premier tour, puisque les partis arrivés en tête sont des partis. Il y a une forme de cohabitation qui s'installe entre les pouvoirs territoriaux et le pouvoir national. Il y a une abstention qui est massive, donc ça, institutionnellement, il faudra avec vraiment une constituante transformer. Oui, trouvons le chemin. Si c'est démocratique et citoyen, c'est encore mieux que quelque chose qui se fasse en chambre, surtout quand on voit
la défiance aujourd'hui qui existe envers les institutions. Non, il y a évidemment des différences, on l'a exprimé dans la campagne présidentielle sur la conception de l'Europe, sur la conception du monde. Ça tombe bien, l'Assemblée nationale, elle n'a pas, j'allais dire, forcément, c'est pas le Premier ministre qui a le plus de compétences en la matière. Mais là aussi, des chemins sont possibles, notamment sur l'Europe, je le crois. La gauche a été capable. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans dans le Parti socialiste, dans lequel vous aviez des gens qui aujourd'hui se retrouvent à côté d'Emmanuel Macron, d'autres à côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, on a été capable, la gauche, quand nous avons été capables de nous mettre ensemble pour formuler des synthèses, construire des compromis, on était capable de faire cela au nom de la justice sociale, de la justice climatique, de l'aspiration démocratique. Mais c'est l'Europe qui vous a divisé, qui a été le schisme. Pas seulement, il y a évidemment bien sûr des nuances, mais comme il y en a dans toutes les familles politiques, j'entends que déjà dans le camp d'Emmanuel Macron, on va se disputer pour savoir quelle sera la teneur du prochain quinquennat si Emmanuel Macron a une majorité. Il faut simplement que nous dépassions, vous savez, la politique c'est aussi être capable de surmonter des désaccords pour construire ce qui nous est commun. Vous dites si Emmanuel Macron a une majorité, est-ce que vous risquez pas, puisqu'on est encore en 5e République, de au fond subir cette loi de l'amplification du score législatif après la présidentielle, afin de donner une majorité donc au président réélu et au fond de ne pas être aussi influent que ce que vous le souhaitez, que vous le prenez actuellement? Mon sentiment, c'est qu'on n'est déjà plus dans la 5e République. C'est que quand on a aux élections intermédiaires des scores qui ne reflètent pas du tout ce qui se passe à l'élection présidentielle, quand on a pour la 3e fois en 20 ans l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, quand on a un tel niveau d'abstention, de défiance, de méfiance, on n'est plus dans la 5e République telle qu'elle a été conçue. Donc tout est absolument possible, puisque d'ailleurs tous les pronostics que nous avions faits sur bien des choses dans toutes les élections qu'on a eues en 5 ans se sont pas avérés exacts. Donc je crois que tout est absolument possible pour le mois de juin prochain. Le président de la République réélu a pris de grands engagements pour l'écologie, notamment lors de son meeting à Marseille. D'abord, est-ce que vous lui faites crédit de cet engagement? Et est-ce que la structure qu'il prévoit, un Premier ministre chargé de la planification écologique et de la transition énergétique, flanqué de 2 ministres responsables au niveau des territoires et de l'énergie de ce programme, est-ce que ça vous semble tenir la route? Emmanuel Macron est le président de la République qui a été condamné en tant que représentant de l'État 2 fois par la justice pour inaction climatique. Et en même temps, il dit on a accéléré, on a doublé la vitesse de baisse. Non seulement je n'ai pas confiance, mais quand bien même j'aurais confiance, vous savez, je vais citer Lénine, c'est pas vraiment ma famille politique, mais Lénine disait la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, si on veut de l'écologie dans le prochain quinquennat, il faudra des députés, des parlementaires écologistes, il faudra un groupe écologiste à l'Assemblée nationale, majoritaire je l'espère, et si malheureusement il n'est pas majoritaire, en tout cas en situation de peser pour qu'il y ait de l'écologie. Nous avons quelques années pour agir pour le climat. C'est maintenant que ça se décide. Il y a eu un rapport très important des voix des électeurs de Yannick Jadot sur Emmanuel Macron. Il envoie des signaux réguliers de plus en plus forts là vers l'écologie. Est-ce que vous ne craignez pas une opération d'ébauchage et de retrouver un de vos leaders dans un gouvernement Macron? Non, d'abord s'il y a eu des reports de voix, c'est parce que les électrices et les électeurs écologistes sont attachés à la République, à la démocratie, et rejettent la haine, le racisme, l'antisémitisme de l'extrême droite d'un parti fondé par d'anciens collaborateurs et d'anciens SS. Donc ça, c'est la digue républicaine finalement qui est assez logique quand on est écologiste, quand on est humaniste, quand on est européen. On ne vote pas pour celle qui veut détruire l'Europe, détruire la République. Ensuite, moi je ne crois pas qu'il y ait un seul écologiste sincère qui croit en la sincérité écologiste et climatique d'Emmanuel Macron. Donc il y aura, les écologistes savent où ils habitent dans la gauche, dans cette famille humaniste qui veut aujourd'hui construire une alternative à Emmanuel Macron. C'est parce que le pouvoir d'achat et l'indépendance énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie, ont pris une importance colossale ces derniers mois, que le nucléaire est revenu en grâce dans le discours de Macron, mais aussi dans l'opinion publique. Est-ce que les écologistes doivent en tenir compte et étaler leur calendrier de sortie du nucléaire, faire la part des choses? Et nous avions déjà dans l'élection présidentielle construit des scénarios qui étaient raisonnables, qui étaient rationnels. On n'avait pas prévu d'appuyer sur un bouton en arrivant si nous avions gagné l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas et de très loin. Nous n'avions pas prévu d'appuyer sur un bouton et de fermer les centrales tout de suite. Mais il faut aujourd'hui une vraie ambition environnementale. Mais là aussi, le programme d'Emmanuel Macron, la construction de nouveaux EPR, moi je suis contre, mais même si j'étais pour, j'allais dire aujourd'hui, c'est les délais pour qu'ils soient construits, pour qu'ils soient mis en service, ne permettent pas de répondre à l'urgence. Le GIEC, moi c'est l'enjeu pour ma génération. J'ai 31 ans. L'enjeu c'est est-ce que nous allons offrir pour ma génération, pour les générations qui viennent, une planète respirable. Donc une solution pour 2035, 2040 ou 2045. Et en plus on a vu à Flamanville ce qu'il en était de la faisabilité et de la réalité financière et matérielle de la construction d'EPR. Tout ça n'est pas sérieux, n'est pas crédible. Donc il faut investir maintenant, dès demain,
besoin, dès aujourd'hui d'ailleurs, dans l'énergie renouvelable. Merci beaucoup Merci. Benjamin, Lucas, merci beaucoup Christophe Barbier, Mickaël Darmon. Vous restez avec nous, bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce matin, édition spéciale consacrée